Tout d'abord, n'oubliez pas que cette réunion est interprétée en direct. N'hésitez pas à cliquer sur l'icône qui est en bas de l'écran pour choisir votre langue de choix, anglais ou français. Vous pouvez activer donc cette fonction. Et choisir votre langue. Also, remember to keep your mics muted at all times. And please feel free to introduce yourselves in the chat by writing your name and the name of your organization. We'll be happy to have some information about you and tell us a little about yourself. So there's still some people Alors, joining. nous attendons encore quelques personnes, mais on peut, je pense, commencer par l'introduction. Si vous avez d'autres questions concernant la traduction, vous trouverez les instructions dans le chat. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre 5e IMAG sur la mobilité en Afrique. Nous allons parler de la mobilité et je suis des transports durables. Je suis Maria Lucchini et je travaille pour le département des événements à Climate Change. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Climate Change est une organisation internationale qui a été fondée en 2015 dans le but de rassembler tous les acteurs non étatiques qui sont reconnus par l'ONU. Nous avons donc 9 groupes d'acteurs que vous connaissez tous très bien, les autorités locales, les entreprises, les industries, et la plupart sont là aussi, des organisations non gouvernementales. Et notre mission principale, c'est de partager l'information. Nous le faisons par notre portail d'action. Vous trouverez le lien sur le chat. Nous analysons également l'action climatique à travers de notre observatoire. Et troisième mission, la plus importante, nous organisons des événements comme ceux-ci qui rassemblent donc des acteurs non étatiques, des acteurs du climat. Et nous avons des IMAG qui sont des sessions mensuelles pour parler de l'action climatique en Afrique. Nous aurons notre dernier IMAG pour l'année le mois prochain. Pour toutes les informations pratiques, oui, nous aurons la retransmission sur YouTube, donc c'est enregistré. Vous pourrez donc revoir cette session. Nous avons également un magazine en ligne sur notre site qui sera également partagé avec vous. Donc, vous aurez là toutes les informations concernant cet événement. Pour notre session d'aujourd'hui, nous avons pas mal d'intervenants. Comme d'habitude, nous avons toujours avec nous Mélène Asewa-Sama qui travaille à l'Observatoire de Climate Change, qui est chargée de projet pour l'action climat en Afrique. Il va faire une introduction pour présenter la collaboration entre l'Observatoire de l'Afrique et le laboratoire Ville Mobilisée pour le transport. Pour cette IMAG, nous avons donc une note d'analyse qui est diffusée et vous trouverez donc toutes ces informations sur notre site web. On vous mettra le lien également dans le chat. Ensuite, nous recevrons Yao Tsoeko Amadokpo, qui est chercheur au laboratoire des villes mobilité et transport de l'école des ponts Paris-Tech, le NPC. Il sera là pour nous présenter cette analyse, comment l'Afrique devrait passer à la mobilité électrique. Ou devrait-elle? Ensuite, nous aurons notre partenaire d'Afrique 21. Pour cette IMAG, nous aurons donc avec nous Benoît Yvan Wansi, qui est journaliste à Afrique 21. Il va analyser quelques articles de presse, notamment concernant l'accès au financement pour les initiatives de mobilité électrique, notamment sur la mobilité urbaine. Ensuite, nous aurons notre panel pour parler de l'électromobilité, si c'est adapté ou non au contexte africain, et ensuite, comment rendre l'électromobilité plus accessible et plus inclusive. Nous aurons donc Shanta Bloem, qui est directrice générale de Mobility for Africa, qui prend en compte, dans son projet, prend en compte d'ailleurs une perspective de genre très intéressante. Elle parlera notamment de la mobilité électrique pour renforcer l'autonomie des femmes dans les zones rurales. Ensuite, nous aurons Shaukat Ali Hussein, qui est fondateur de l'organisation tanzanienne pour l'innovation ouverte, qui développe un projet sous l'égide de la fabrication des produits de la mer, qui va nous expliquer ces innovations très intéressantes, notamment dans l'immobilité inclusive. Et ensuite, nous aurons Dominique Breuil, qui est membre du conseil d'administration de Codatu
et qui sera notre modérateur pour la discussion du panel. À présent que vous avez toutes les informations, nous allons pouvoir commencer notre session avec Mélène pour l'introduction. Bonjour Mélène. Bonjour Maria, bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Mélène Assewassa Sama, chargée de projet Action Climat en Afrique chez Climate Change et aussi chargée du développement de l'Observatoire Afrique. Alors, comme nous le faisons depuis plusieurs mois déjà, l'Observatoire Afrique produit des notes d'analyse et de décryptage en amont de chaque IMAG et ensuite qui sont présentées pendant les IMAG. Et pour cet IMAG particulièrement, nous avons orienté la réflexion vers les mobilités électriques. Mais avant cela, nous avons aussi, pour ce IMAG, collaboré avec le docteur Yao Amedoko, qui est chargé de recherche au laboratoire Ville Mobilité Transport de l'École nationale des ponts et chaussées. Et cette collaboration a pris la forme d'une contribution extérieure du docteur Yao, donc à travers la note qu'il vous présentera dans quelques minutes. Pour rapidement planter un peu le décor de cette problématique-là, durant les précédentes analyses de l'Observatoire Afrique, nous avons identifié une tendance grandissante qui poussait dans le sens de la mobilité électrique sur le continent africain. Et donc, nous avons mis un peu en parallèle cette tendance avec le contexte africain qui déjà regorgeait de plusieurs enjeux. On sait tous, comme on l'a dit dans l'IMAC sur l'énergie, que le continent africain fait face à un déficit énergétique accru et donc avec une question d'accès à l'électricité pour tous. Et au-delà de ça, il y a aussi des enjeux d'infrastructure que nécessite le passage vers les mobilités électriques. Donc, ce qui nous a amené à nous interroger finalement sur la nécessité ou l'opportunité pour le continent africain d'aller vers les mobilités électriques. Mais pour cela, je vais laisser la parole au docteur Yao afin qu'il puisse vous apporter son éclairage à travers le résumé ou en tout cas l'essentiel de cette note très pertinente et que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Merci Mélène et à tous. Merci de m'avoir invité à ce webinaire très intéressant qui vise à questionner ou interroger la place du véhicule électrique en Afrique. Pour me présenter au laboratoire Ville Mobilité Transport. Je m'intéresse aux nouvelles mobilités dans le Sud et particulièrement à la place du véhicule électrique en Afrique, mais également à tout ce qui est initiative ou réforme du paratransit sur le continent. Alors, je mène ces études avec ma collègue Virginie Bouteuil, qui ne sera pas des nôtres malheureusement. Alors, pour revenir à ma communication, elle sera structurée en 3 parties. Je parlerai d'abord de quelques éléments d'influence du véhicule électrique, ainsi que les tendances d'électrification des transports qu'on y observe. Je parlerai ensuite de quelques enjeux que recouvre plutôt la transition vers le continent. Et enfin, je finirai par un rappel des leviers d'action nécessaires à mettre en place pour optimiser cette transition vers l'électrique. Alors, la transition vers l'électromobilité en Afrique, voire même impossible ou compliqué pour bon nombre de personnes averties ou pas, par rapport à tout ce que l'on sait sur l'Afrique et sur son secteur des transports notamment, sont très faibles et une forte dépendance aux véhicules d'occasion, des revenus par habitant relativement faibles par rapport au coût prohibitif des véhicules électriques, c'est à l'électricité, mais également de fiabilité des réseaux, encore des mix électriques fortement carbonés. Mais au-delà de ces handicaps, il est possible néanmoins d'identifier quelques moteurs dont le continent peut se prévaloir, entre autres, un vaste potentiel d'énergie renouvelable progressivement exploité, le développement des solutions décentralisées d'énergie, mais également le prix de l'électricité qui peut être parfois relativement moins cher par rapport au prix des énergies fossiles dans certains pays sur le continent. Il y a aussi les conditions d'utilisation des véhicules qui permettraient de réduire le coût total de possession, ou encore la réévaluation des normes d'importation des véhicules d'occasion
et la mise en place des politiques incitatives pour promouvoir les véhicules électriques. Alors, en s'appuyant sur ces quelques facteurs, mais pas que, plusieurs acteurs ont déployé au cours de ces dernières années diverses solutions de mobilité électrique à travers le continent. Amorcé timidement autour de des années 2000, plus précisément en 2008, avec le Salon de l'Auto de Paris. La Joule, c'est un véhicule de tourisme place, donc un peu atypique par rapport à ce qu'on a sur le marché. Il faut dire que l'essor de l'électromobilité en Afrique a été réellement effectif au cours des 5 dernières années, en dehors du petit ralentissement qu'on observe. Alors, ces projets sont inégalement répartis sur le continent, comme le montre la carte à droite. Une lecture à l'échelle sous-régionale montre néanmoins que c'est l'Afrique de l'Est qui joue un rôle moteur à travers le quatuor Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie. Mais au-delà de ces majeurs, de ces grands pays, l'émergence de l'électromobilité un peu partout en Afrique pour aider le continent à répondre à plusieurs de ces enjeux de développement durable, en l'occurrence les enjeux environnementaux liés à la pollution atmosphérique. En effet, des études récentes ont montré le potentiel d'atténuation du changement climatique que revêt la mobilité électrique, notamment à travers le bilan carbone des véhicules électriques du puits à la roue, même dans le contexte de mix électrique fortement carboné, comme on peut le voir sur la figure sud, où le mix électrique est très fortement carboné. La transition vers l'électromobilité pourrait permettre de sauvegarder, enfin de faire des économies d'oxyde de carbone liées au transport. Alors, adossé à une source d'énergie, ce potentiel est naturellement plus important. C'est ce que montre la figure suivante, avec passe carrément au-dessus de tous les autres. Alors, à une échelle plus locale, les faibles émissions liées à l'utilisation des véhicules électriques pourraient également aider les pays africains, notamment les villes africaines, à réduire leur niveau de pollution de l'air et par la même occasion, le nombre de décès liés à la pollution qui est désormais placé à la 2e position des causes de décès sur le continent derrière le VIH-Sida. Autant dire que c'est un phénomène très important. Enfin, d'un point de vue économique, il faut dire que l'électromobilité, et ça c'est une vision un peu personnelle, représente pour l'Afrique un nouveau rendez-vous industriel à ne pas louper. Le continent africain représente actuellement que 2% de la production automobile mondiale. Simplification apportée actuellement par le passage à l'électrique a suscité un engouement pour la fabrication et l'assemblage local. Alors, Choukatali et Chantal nous parleront de ces initiatives après ma présentation. Alors, même si ces projets-là, ces projets qui portent sur la fabrication, ou même si ces projets sont relativement moins importants, je veux dire par là moins importants numériquement, le essor marque quand même un tournant dans l'industrie automobile africaine, orientée par une valorisation du Made in Africa. Alors, par ailleurs, le pass permettrait également à plusieurs pays du continent de se départir du poids des subventions accordées chaque année aux produits pétroliers qui grèvent les budgets des États et également compromettent les processus de développement. Néanmoins, reste que pour profiter pleinement de cette transition vers l'électrique, il est nécessaire de mettre en place plusieurs types de leviers pour faire face aux obstacles qu'implique cette transition.
Alors, l'un de ces leviers est inévitablement le soutien à la recherche-développement. Nos récents travaux, justement, sur la question, notamment une analyse entre l'essor de l'électromobilité en Afrique et la contribution des milieux académiques et universitaires à son évolution, a permis d'indiquer que plusieurs questions restent non traitées et que, par ailleurs, le sujet n'est pas encore saisi frontalement dans plusieurs universités sur le continent. Alors, pour moi, qui vient plutôt d'un monde universitaire, pour moi, pour tirer parti pleinement de cette transition, ce manque de connaissances gagnerait à être comblé par des projets et programmes de recherche susceptibles d'indiquer la meilleure trajectoire pour l'Afrique, pour optimiser cette transition vers l'électrique. Voilà un peu en résumé mon propos, également le contenu de la note d'analyse. Alors, on va échanger sur des sujets ou des questions que cela soulève. Je vous remercie. Merci, Yao. Merci pour nous présenter cette note d'analyse. And I want to correct a little something that I said before. Je veux juste corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Il nous reste encore 2 sessions IMAG, pas une seule. Alors, si quelqu'un a des questions pour Yao, le docteur Yao, n'hésitez pas à les inscrire, les écrire par la messagerie. Il ne pourra pas rester longtemps avec nous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant si vous le désirez. Je ne vois pas de questions pour le moment. Si vous voulez rajouter autre chose, docteur Yao, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'on n'a pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre. Peut-être revenir brièvement sur une partie de la note que je n'ai pas détaillée dans la présentation. Ça porte sur du coup les segments de véhicules à privilégier moyen et long terme dans cette transition vers l'électrique en Afrique. Alors, de par ce que j'ai regardé sur le continent, ce qui se fait le mieux et plus rapidement actuellement, et ce qui pourrait être fait à moyen et court terme en termes de segments de motorisation, d'électrification, pour ma part, et ça ne concerne que moi, ce n'est pas du tout prescriptif, je pense que les deux roues motorisées ont une longueur d'avance sur presque tous les autres segments, parce que déjà, c'est des véhicules qui dominent le marché du neuf en Afrique. C'est des véhicules qui sont, dans la plupart des cas, utilisés pour le transport de passagers, donc avec des retours sur investissement très rapides, autour de 3 à 4 ans. C'est des véhicules qui posent très peu de difficultés en termes de défis technologiques pour leur déploiement, avec notamment ce qui se fait un peu partout dans les villes africaines, le déploiement des stations de swapping, donc ce qui permet de résoudre le problème de la recharge, par exemple, par rapport à des bus qui demanderaient quand même beaucoup plus de technicité pour la recharge. En dehors des motos, il y a également les tricycles, les 3 roues, les tuk-tuk, qui ont également ce potentiel-là d'être plus facile à déployer sur le continent. Et puis vient en 3e position, selon mes analyses, je le répète encore, qui ne sont pas prescriptives, viennent ensuite les minibus. Les minibus, et là, pour le coup, il y a des recherches qui sont en cours, notamment pilotées par Tinus plutôt Boysen, Colette Catherine. Je suis leur production sur le sujet depuis 2 ans déjà. Et je peux dire à ce jour que oui, il y a des avancées. Ce n'est pas totalement fini parce qu'on a encore
des zones d'ombre, des questions à traiter pour pouvoir planifier efficacement le déploiement des minibus en Afrique. Mais à ce jour, les résultats produits dans la recherche scientifique permettent quand même d'indiquer qu'il y a là également un potentiel à exploiter. Merci, Yao. Après, Merci beaucoup pour cette intervention. Et nous avons maintenant notre analyse de l'actualité avec Afrique 21. Et donc, bonjour, Benoît Yvan. Est-ce que tu peux nous parler de quelques articles d'actualité relatifs aux solutions de cette initiative de financement pour les secteurs de la mobilité électrique en Afrique? Merci. Merci, Benoît Yvan. Bonjour à tous. Merci Maria. Merci de m'avoir autorisé à prendre cette parole pour revenir sur les grands moments qui ont marqué l'actualité du secteur qui attire notre attention aujourd'hui, celui de la mobilité électrique en Afrique. Mais avant, je tiens également à remercier Chloé, parce que pour sa disponibilité, elle va comprendre de quoi je parle. Voilà, donc voilà, je me lance dans le vif du sujet maintenant. Merci à tous. Comme vous le savez, Afrique 21, c'est un média de référence sur l'économie verte et le développement durable en Afrique. Et à côté de notre thématique sur la biodiversité, l'eau et les déchets, les énergies renouvelables, la RSE, nous couvrons également la ville durable avec notamment une rubrique sur l'éco-construction, les smart cities, les villes intelligentes, et bien entendu la mobilité qui nous intéresse cet après-midi. Donc, au cours des dernières semaines, l'actualité des transports sur le continent a été assez mouvementée. Et comme à chaque fois, nous avons eu soit l'exclusivité, soit la primeur sur pas mal de sujets. Alors, dans cette revue de presse consacrée à l'électromobilité, nous reviendrons, comme vous l'avez dit, sur quelques solutions digitales et numériques mises au point par les startups sur le continent et également les avancées sur le financement de ce secteur. Alors, si vous le voulez bien, je vous promène d'abord sur les routes de la Tunisie. Là-bas, la start-up de mobilité germano-tunisienne Bako Motors, fondée en 2021, a livré récemment 6 tricycles électriques à des centres de santé, notamment dans la ville de Tozeur. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu la Tunisie, c'est une ville aux confins de l'Atlas et du désert du Sahara. Elle est très connue pour ses palmeraies. Donc, ces engins alimentés à l'énergie solaire faciliteront les déplacements des équipes médicales dans leur campagne de vaccination et de sensibilisation. Et c'est à noter que l'initiative a été cofinancée par la GIZ, c'est l'agence allemande de coopération internationale que vous connaissez bien. Au moment où les autorités donc, de ce pays d'Afrique du Nord, la Tunisie, envisagent de réduire de 46% les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Au Maroc voisin, la mobilité électrique est également en pleine effervescence. Il y a pas mal d'initiatives comme en Tunisie. Il y a par exemple la plateforme internationale Green Energy Park qui a annoncé qu'elle allait déployer ses solutions solaires au profit du développement de la mobilité électrique dans les villes marocaines. C'est dans le cadre d'un partenariat sur la durabilité signé il y a quelques jours seulement avec Vivo Énergie Maroc qui assure la commercialisation des carburants de la firme anglo-néerlandaise Shell au sein du royaume chérifien. Vous devez savoir que ce pays, le Maroc, a aujourd'hui l'un des mix électriques les plus diversifiés sur le continent, notamment une grande part d'énergie renouvelable. Eh bien, c'est cette transition énergétique amorcée qui a conforté à la création de l'association professionnelle intersectorielle pour la mobilité électrique au début de 2023 au Maroc. Poursuivant cette rétrospective de l'information sur les transports peu polluants, cette fois-ci en Afrique de l'Est, je ne vous apprends certainement pas que c'est la région la plus dynamique sur le continent, particulièrement le Kenya, qui est devenu la capitale africaine des autobus électriques. Grâce à la multiplication des startups d'assemblage de ces engins, Yao en a touché quelques mots tout à l'heure. Parmi ces startups figure Basigo, qui rafle la mise du transport en commun électrifié en ce moment. Mais il y a aussi l'entreprise de mobilité indienne Spiro. Elle s'appelait anciennement, Moto Electric Mobility. Elle a changé le nom pour devenir Spiro. Eh bien, elle a fait son entrée récemment sur le marché des véhicules électriques en Ouganda en annonçant la mise en circulation, tenez-vous tranquille, de 140 000 motos électriques pour les prochains mois. L'investissement devrait permettre la décarbonation du secteur du transport dans ce pays de plus en plus courtisé par les constructeurs automobiles. On parle là quand même d'un contrat d'investissement de 200 millions de dollars signé avec l'État ougandais
Sachez qu'en attendant le déploiement de cette flotte, ce sont près de 460 000 véhicules thermiques non polluants qui circulent encore au quotidien dans ce pays de 45 millions d'habitants. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le projet de Spiro est censé créer plus de 9 000 emplois et favorisera le Made in Uganda, puisqu'il faudra construire pas moins de, si j'ai bonne mémoire, 3 000 stations d'échange de batteries pour 16 nouveaux véhicules. Au fait, cette entreprise dont je parle à l'instant est dirigée par Segun Adjadji Bakari. Il est d'origine togolaise. Pour évoquer brièvement son pays, le Togo, là-bas, l'heure est plutôt aux incitations fiscales, notamment avec la réduction des droits de douane relatifs à l'importation des véhicules électriques, grâce à une loi votée, bien sûr, par le Parlement de Lomé. C'est une mesure qui devra entrer en vigueur dans le second semestre de l'année en cours et peut-être inspirer les pays frontaliers d'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels le Sénégal. Et donc, puisqu'on parle maintenant du Sénégal, il faut savoir que le Sénégal attend avec impatience la mise en service du tout premier bus rapide transit, BRT, dans la capitale Dakar. C'est un projet mis en œuvre par le gouvernement sénégalais avec la firme française Meridiam. Vous pouvez consulter le site d'Afrique 21 qui rend compte de l'évolution de cet important chantier. C'est dans un contexte, bien sûr, marqué par des pics de pollution dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Ces différentes initiatives sur la mobilité durable commencent à intéresser également les partenaires au développement. Je pense ici à la Banque africaine de développement qui, à travers le Fonds pour l'énergie durable en Afrique, le CFA, a accordé $1 million pour soutenir la mobilité électrique dans 7 pays, dont le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Sierra Leone. C'est pas rien hein, quand on sait que, je parle d'$1 million, c'est pas rien quand on sait que la croissance démographique remet au goût du jour la vétusté des infrastructures routières et ferroviaires. Pardon, Benoît Yvan, je pense que la traductrice, elle a besoin de réduire. Pardon? La traductrice, elle a besoin de parler un peu plus doucement. Ah, d'accord, oui. Pardon. L'intervention roule aussi vite qu'un taxi qui est... Voilà, désolé, je vais ralentir. OK, désolé pour la traductrice. OK. Merci. OK. Voilà, donc je disais que j'évoquais dans l'intervention, le financement à hauteur de $1 million que la BAD, la Banque africaine de développement, a promis à pas mal de pays, parmi lesquels le Nigeria, voilà, et l'Afrique du Sud et la Sierra Leone. Je disais donc que ce montant d'$1 million, ça paraît peu significatif, mais c'est pas rien quand on sait que la croissance démographique remet au goût du jour la vétusté des infrastructures routières et ferroviaires, couplée à la hausse des prix du carburant. Je fais allusion ici donc aux conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine. Rappelons aussi qu'une enveloppe de $136 millions, puisqu'on parle du financement de l'électromobilité sur le continent, une enveloppe pareille a été promise conjointement par l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. C'était lors de la COP26, dont ce financement est toujours attendu pour soutenir la mobilité verte en Afrique. Vous comprenez donc que le financement reste le nerf de la guerre dans le secteur. On va sortir de cette revue de presse Maria et Chloé et tous les autres sur l'électromobilité, si vous voulez bien, en disant un mot sur les négociations qui ont lieu en ce moment entre l'État du Mozambique et le Japon. Bon, l'idée ici, c'est d'installer prochainement une usine pour la fabrication locale des batteries, pour la fabrication des batteries des véhicules électriques à Cabo Delgado. Voilà, c'est en effet une province mozambicaine qui est riche en graphite et les experts ici savent qu'on parle là d'une matière première qui est très essentielle pour les batteries lithium qui permettent le fonctionnement, bien entendu, des véhicules électriques. Donc, ainsi, les pourparlers entre Maputo, du Mozambique, et Tokyo, du Japon, se veulent donc décisifs pour la transition vers le tout électrique. Et c'est pour environ 32 millions de Mozambicains. Voilà, il faut donc dire que cette coopération remet aussi au bout du jour le projet de création d'une chaîne de valeur pour les secteurs de la mobilité électrique et de l'énergie propre que la Zambie et la RDC, la République démocratique du Congo, s'étaient engagés à mettre en œuvre à travers un accord d'une valeur de 39 millions de dollars
nous en avons parlé dans l'IMAG en 2022 sur le même thème de la mobilité en Afrique. Mais à ce jour, on n'en sait pas plus, juste que l'initiative stratégique est stratégique quand on sait que le marché des véhicules électriques pèsera 46 000 milliards de dollars entre 2022 et 2050. C'est par ces chiffres-là que je referme cette revue de presse signée de Yvan Wansi pour Afrique 21. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Benoît Yvan, pour ce décryptage. This is, so sorry for my French, this is why we have a very good translator. Alors voilà, je vais passer à l'anglais. Excusez-moi, mon français n'est pas encore au top et je vais passer la parole à partir de maintenant à Dominique Breuil. Voilà, bonjour Maria, merci beaucoup. Je suis Dominique Breuil, je suis membre du conseil d'administration de Codatu en France, qui parle du développement de la mobilité électrique dans les pays. Et pour ma part, je travaille dans la mobilité électrique depuis plus de 20 ans. En France d'abord, avec Peugeot et d'autres, nous étions les premiers à développer des véhicules électriques. C'était très intéressant d'écouter tout ce qui vient d'être dit par nos deux intervenants précédents. Alors, excusez-moi, je me suis bien parlé en anglais. Someone. OK. À présent, je vais passer à une autre partie de cette réunion et je vous donnerai un peu plus de détails concernant l'inclusion sociale. Nous avons parlé d'abord de la technique et maintenant c'est important de l'inclusion en Afrique, de voir comment cette électromobilité pourra avoir un impact sur la société. Je vois également quelques questions dans le chat. On pourrait peut-être répondre aux questions peut-être à la fin. Il nous restera un petit peu de temps pour les questions. Vous pouvez donc poster vos questions sur le chat et nous y répondrons après les présentations. Alors d'abord, nous voulons donner la parole à Madame Blomen, Chantal Blomen, qui va nous parler de l'impact de l'autonomie des femmes, comment renforcer l'autonomie des femmes sur le continent africain. Et vous avez la parole à présent, Madame Blomen. Excusez-moi pour mon français, donc je vais parler moi-même aussi en anglais. Alors, merci. C'est super de pouvoir être dans cette réunion, de rejoindre un panel aussi intéressant. Alors, j'en ai conclu après la première intervention qu'il y a un grand besoin pour continuer d'augmenter la recherche et les financements pour notamment la recherche-développement pour la R&D. Nous devons vraiment continuer de développer des technologies qui sont déjà développées dans d'autres parties du monde, le monde plus riche, on va dire. Alors, j'ai démarré Mobility for Africa, la mobilité pour l'Afrique en 2019. C'était un projet au début. Je voulais simplement adresser la question de la crise de la mobilité, notamment pour les populations rurales et en particulier pour les femmes. Nous parlons des femmes rurales comme des super-héroïnes qui portent des enfants dans le dos, quelque chose sur la tête, comme si c'était facile. On pense que c'est facile pour elles de faire ça. On les considère comme cela, des héroïnes, super-héroïnes, mais en fait, non. Ce n'est pas aussi facile. Il y a bien sûr un coût physique, économique, social à payer pour tout cela. Quand nous avons commencé le projet, il n'y avait pas autant d'activités, peut-être que maintenant, notamment autour de la mobilité électrique en Afrique. Nous étions vraiment un peu au début. Nous voulions montrer qu'on pouvait avoir ce genre de technologie accessible aux communautés rurales pour offrir des systèmes d'échange de batteries. Ça a été vraiment un long parcours. Il nous a fallu d'abord prouver que les communautés rurales peuvent se permettre ce genre de service. Et ce que nous avons essayé de faire, c'était de démontrer que si vous regardez dans la plupart des régions rurales, les gens dépensent beaucoup d'argent dans les transports et sont prêts à le faire si cela peut améliorer leurs conditions de vie
Et bien sûr, les pertes économiques du manque de transport, notamment pour la productivité agricole, c'est quelque chose de très réel. Donc, nous avons discuté de cette question pour dire que la révolution électrique, ce n'est pas simplement remplacer certains équipements, mais nous devons également penser au transport sur le continent africain et partager des solutions de transport. Je crois que c'est vraiment là une occasion formidable pour les régions rurales et urbaines du continent. Nous avons un réel déficit de transport euh, qui soit bon, qui soit sécurisé. Nous avons parlé des tricycles également qui viennent de Chine ou des tuk-tuk d'Inde. Nous avons voulu parler de quelque chose qui soit utile pour les activités rurales. Donc, le tricycle de Chine était quelque chose de très utile dans les régions les plus pauvres pour aider les fermiers à rejoindre leurs champs. C'est quelque chose qui est facile à conduire. Une femme peut le conduire. C'est assez simple. Et nous avons eu beaucoup de chance au Zimbabwe. Au Zimbabwe, là, nous avons fait nos premiers tests. Il n'y avait pas vraiment de règles concernant les tricycles. Nous avons donc travaillé avec le gouvernement pour vraiment mettre en place, pour que cela ne soit pas classifié en tant que moto, car il y a beaucoup de défis sur le continent avec beaucoup de barrières pour les populations rurales pour pouvoir obtenir donc des permis de moto et pour pouvoir conduire. Certainement pour les femmes, elles doivent avoir des permis, il faut qu'elles puissent aller en ville. Elles ne savent pas forcément lire ou écrire, cela a un coût également, il y a des obligations. Donc nous avons demandé à ce que cela soit reconnu comme des tricycles. Nous avons dû également nous adapter, apprendre des choses sur la technologie, notamment concernant les batteries. Nous avons commencé avec les batteries qui sont utilisées les plus régulièrement en Chine pour les populations les plus pauvres, mais nous avons compris rapidement que ça ne marcherait pas dans les régions rurales d'Afrique où il n'y a pas vraiment d'électricité ou pas d'électricité suffisamment sûre. Donc, nous avons à présent développé et nous continuons d'améliorer ce projet de batterie au lithium. Nous voulons être vraiment adaptés au contexte local et regarder au long terme pour investir dans les compétences. Et c'est vraiment intéressant de commencer à enseigner les nouvelles générations, les compétences en termes de mobilité électrique, comment réparer, comment développer, etc. Et également comment recycler, bien sûr. Concernant notre business model, et c'est un mot que j'utilise pour montrer que les communautés rurales agricoles pourront se permettre ce type de transport. Les femmes, en fait, partagent et louent les tricycles tous les mois. Elles se partagent. C'est un genre de service Uber. Les femmes conduisent ces véhicules pour les services, pour faire leurs déplacements. Par exemple, une femme peut dire, voilà, j'ai mes choux qui sont prêts pour la vente. Quelqu'un peut aller les chercher avec le tricycle pour ensuite les amener au marché. Donc, si quelqu'un doit aller à un rendez-vous médical, ils peuvent appeler. Donc, c'est une plateforme qui permet de rentrer en contact avec ces moyens de transport et nous travaillons avec des ONG dans le secteur privé pour voir comment introduire ces services. Nous nous focalisons pour le moment sur les produits laitiers qui sont des services quotidiens. Les femmes doivent porter tous les jours le lait. Donc, bien sûr, elles portent toujours plus qu'elles ne devraient. Et si elles peuvent le faire davantage avec d'autres moyens de transport, elles pourraient augmenter leurs revenus. Donc, pour résumer, je vais m'arrêter là.
Je suis tout à fait ravie de voir le potentiel vraiment du transport électrique, de l'e-mobilité. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme ici qui permettra de résoudre beaucoup de problèmes, des problèmes existants. Et je pense que cela va demander beaucoup plus d'investissement dans l'écosystème, c'est-à-dire développer des formations, faire des programmes pour veiller à ce que l'Afrique ne passe pas à côté de ses ressources naturelles, pour qu'elles ne partent pas vers l'Europe ou vers l'Amérique. Et pour être vraiment pratique et pragmatique dans notre approche et voir comment cela peut aider vraiment et servir la majorité des personnes. Donc, ce projet au Kenya, des bus électriques, des transports, etc., c'est vraiment fantastique. Et nous avons parlé des subventions pour les véhicules à énergie fossile. C'est encore un défi. L'industrie fossile continue de se développer, continue d'exploiter les sites sur le continent africain. Et je pense que beaucoup de grandes entreprises continuent de penser que le continent sera le dernier à utiliser ces énergies fossiles. Donc, je pense qu'il nous faudra vraiment travailler ensemble pour combattre certaines de ces choses. Et nous n'arriverons pas, si nous n'arrivons pas à développer ces écosystèmes. Ce n'est pas juste question du business model, est-ce que ça marche ou pas, mais est-ce que nous investissons dans les bons systèmes? Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Shanta pour cette approche très intéressante. Je vais donner à présent la parole à notre prochain intervenant, Shokatli Hussein. Vous avez la parole. Oui, c'est moi? OK. Oui, c'est à vous. OK, je sais que mon nom est difficile à prononcer, voilà. Juste pour souligner ce que Shanta vient de dire et de parler de ce que nous avons fait. Nous avons adopté et adapté différents moyens, différentes technologies qui restent encore assez nouvelles dans le contexte qui est le nôtre. Et quand on montre de nouveaux outils aux personnes, c'est comme un nouveau film. Donc, tout ce que nous avons essayé de faire, c'est également pour pouvoir fabriquer sur place, pas simplement d'importer ces choses. Donc, nous utilisons des batteries au lithium. Nous essayons de développer des coopératives et nous essayons de faire en sorte que les jeunes puissent suivre ces formations pour avoir les compétences nécessaires et développer leurs propres entreprises pour fabriquer, mais aussi pour maintenir, pour réparer. Mais ça s'applique à tous les secteurs, hein, pas simplement au transport, notamment dans le domaine de l'agriculture, avoir des mini-tracteurs peut-être électriques également, pour que les personnes soient indépendantes financièrement et puissent contribuer au développement durable. Nous voyons un marché en Afrique qui est vraiment un marché en croissance et nous voyons que les personnes doivent pouvoir adapter ces technologies, ces processus. Nous voulons non seulement acheter ce genre de véhicules, mais les produire également. Et nous voulons que l'Afrique devienne de production. Je vais faire jusqu'ici comment nous autonomisons les personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes se prendre en charge et être autonomes.
Okay, sorry. Oui, Well, très bien, merci. Courte présentation. Merci en tout cas. Alors, j'ai une question pour vous au début, à cause du temps, avant que nous ayons un temps de questions-réponses. Donc voilà, si vous avez des réponses, des questions, pardon, préparez-les. Déjà une question pour Monsieur Chao Katali. En France, nous avons la fabrique des mobilités. Quelle est la différence entre votre projet et le projet français? Pas vraiment de différence en fait. Ce sont des projets coopératifs. L'idée, c'est de comprendre la dynamique de ce projet ici en Tanzanie, surtout dans les régions semi-rurales. I think FabMob, I think giving a huge shout out to Gabriel Malu and the entire FabMob team for believing in us and giving us the opportunity to show that there is a growing and exponential demand for these things in Tanzania. And Donc, il y a vraiment une demande de plus en plus croissante pour ce genre de projet. Donc, c'est une région qui n'a pas vraiment été touchée par la technologie auparavant. On est surpris de voir comment on peut fabriquer ou transformer un véhicule en véhicule électrique. C'est un peu comme de la magie. Et les gens vraiment commencent à apprécier cela. C'est une toute autre approche. Nous apprécions vraiment le fait qu'il y a une mentalité qui est beaucoup plus ouverte et une variété d'outils pour développer l'immobilité dans différents domaines. On peut utiliser par exemple des fauteuils roulants, chaises roulantes. L'idée était de développer des versions beaucoup plus adaptées aux régions rurales. Par exemple, les gens peuvent transformer leurs chaises roulantes en lit ou peuvent les adapter. Donc, nous saisissons vraiment cette opportunité, cette étincelle qui a commencé pour aller dans d'autres domaines, pour que les personnes puissent elles-mêmes développer des nouveaux projets, de nouvelles idées pour les personnes concernées. Merci. L'interprète s'excuse, mais le son de l'intervenant était très mauvais. Nous pouvons à présent commencer la question de la session, la partie, pardon, questions et réponses. Alors, si quelqu'un aimerait poser une question, je peux vous donner la parole. Alors, il y a déjà quelques questions qui ont été postées sur le chat auxquelles je peux déjà répondre, sauf si vous avez d'autres questions, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question en direct? Je pense qu'on peut prendre les questions du chat. Je vais répondre le français. Il y a une question sur les batteries. Oui, tout à fait. Je vais revenir sur les questions sur les batteries et le recyclage. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs questions sur le recyclage des batteries. Excusez mon téléphone derrière. Oui, en fait, il y a une question pertinente, c'est aussi sur les batteries BRT et les batteries mototaxi, ce qui est complètement, évidemment, comme vous le penserez, complètement différent. Chanta a aussi parlé des batteries lithium-phosphate et c'est intéressant parce que tout dépend du type de batterie aussi que l'on a, puisqu'il y a plusieurs, ce qu'on appelle des couples chimiques de batteries. Il y a des lithium-phosphate, il y a des lithium-fer, il y a différents types de batteries. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des grosses batteries, si on peut dire, et des petites batteries. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que les batteries de BRT, ce n'est pas du tout les mêmes batteries que les motos ou que les deux roues, quoi, en général. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Le recyclage n'est pas le même. Aujourd'hui, les procédés de recyclage en fin de vie, on parle bien de recyclage, hein, parce que dans une batterie, pour être clair sur le sujet, une batterie peut avoir deux périodes dans sa vie. Une batterie de véhicule a deux périodes dans sa vie. La première sur les véhicules, la deuxième, elle peut très bien servir
en stockage tampon. Pourquoi? Parce que les propriétés entre énergie et puissance, ce n'est pas les mêmes. Donc, une batterie, en termes de vie, elle peut être relativement longue. Hauteur garantie 7 ans à 8 ans sur les grosses batteries de BRT, beaucoup plus sur les petites batteries. C'est garanti. On parle d'années, alors qu'en réalité, il faudrait parler de cycle, c'est-à-dire de cycle de charge-décharge. C'est un peu comme quand vous allez remplir votre véhicule d'essence. Il y a des gens qui consomment beaucoup, des gens qui consomment moins. On remplit quand on en a besoin. D'accord? Donc, c'est un peu la même chose avec une batterie. On parle de cycle et on ne parle pas d'années en réalité. Et un cycle, c'est charge-décharge. Ça, c'est le premier point. Pour revenir au recyclage, donc il y a 2 phases. Donc, une batterie, une grosse batterie, je ne parle pas des petites, une grosse batterie peut servir de batterie tampon sur des stations de charge de forte puissance pour que lorsqu'il y a un appel de charge, effectivement, il n'y ait pas de perturbation sur le réseau ou simplement de stockage pour, par exemple, des productions d'énergie solaire. Ça, c'est la réutilisation deuxième vie, de la fin de vie. Et après, il y a le recyclage, donc, qui intervient à peu près à 15 ans après. Il y a le vrai recyclage et aujourd'hui, les procédés de recyclage sont maîtrisés et sont connus. La grosse difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de batteries pour que ce soit rentable, tout simplement. Voilà. Donc, les procédés, ils sont au point depuis maintenant 7-8 ans. Il y en a plusieurs qui existent. Et donc, le recyclage, on peut l'imaginer, que c'est quelque chose qui ne pose pas de problème et surtout que l'on puisse récupérer les terres rares et le lithium à l'intérieur des batteries. Donc, voilà, j'espère avoir un peu répondu à la question. Bon, il faudrait s'étendre beaucoup plus sur les aspects techniques pour aller jusqu'au bout. Effectivement, c'est un sujet important, mais auquel on pense, enfin les personnes qui vendent des batteries pensent depuis très très longtemps. Moi, il y a une bonne douzaine d'années qu'on parle de ça, donc c'est pas nouveau. Et il y a chimiquement, il y a des gens qui ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Les process existent et peuvent être mis en place quand ils deviendront rentables. Existe-t-il des remplacements en hauteur fossiles? Ah ben oui, alors ça c'est une très bonne question. Oui, ça existe depuis aussi très longtemps. Les motorisations, on peut remplacer les motorisations classiques, les motorisations thermiques par des motorisations électriques. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine-là. C'est intéressant, notamment au niveau des minibus. Je parle au niveau Afrique. C'est intéressant au niveau des minibus. Et il y a un certain nombre de sociétés qui aujourd'hui ont là aussi des processus de reconversion qui sont relativement et même très rentables à partir du moment où on a. Et l'intérêt, si vous voulez, au niveau en particulier, on parle beaucoup de paratransit et de reconversion des flottes de paratransit, de transport informel. Et justement, c'est une solution possible et envisageable et à moindre coût par rapport à l'achat de bus thermiques, de bus électriques, pardon. Excusez-moi. Je lis en même temps les questions, donc c'est parfois difficile. Yao, n'hésitez pas à compléter. Vous vouliez peut-être compléter sur le recyclage. Oui, sur le recyclage, j'avais juste un mot à ajouter. En fait, les innovations sont toujours en cours. Et rien n'est encore définitif sur la mobilité électrique, sur la batterie, parce qu'il y a, par exemple, le partenariat entre Valeo et Renault qui cherchent justement à produire des véhicules électriques sans batterie. Donc, c'est dire que l'avenir réserve plein de surprises, en tout cas sans batterie, avec les terres rares, je veux dire, des batteries sans terres rares, je veux dire. Excusez-moi, pas sans batterie, sinon ce serait plus électrique. Parce que le problème de la batterie, le problème de la batterie, ce n'est pas que la fin de vie, mais c'est également la production déjà de la batterie qui exerce une tension très forte sur les terres rares. Vous allez peut-être vous rappeler les 2 dernières cartes que j'ai présentées sur mon PowerPoint, en fait, montrent une cartographie des projets et également une distribution de la littérature scientifique en Afrique. Alors, sur la distribution de la littérature scientifique, on voit très clairement l'importance que prend le Congo, la RDC, alors que sur les projets, il y a très peu de projets, en fait.
Et ça envoie un message qui, la RDC intéresse beaucoup de fabricants de véhicules électriques parce que c'est là que se retrouve l'essentiel de ce dont ces fabricants ont besoin, notamment le cobalt, pour fabriquer. Pas trop. Pardon? Pas trop le cobalt, il faut éviter. Je n'ai pas suivi. Non, pardon. Non, excusez-moi. Alors, donc, je disais tantôt qu'il y a une tension sur la ressource en amont déjà au cours du processus de fabrication, et il y a des partenariats qui sont en cours pour produire des batteries sans terres rares entre Valeo et… Ouais. Oui, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Il y a un autre sujet qui est aussi un petit peu d'actualité, surtout sur les grosses batteries, c'est l'hydrogène. L'hydrogène ne supprime pas les batteries, c'est clair, mais les diminue fortement. En fait, ce sont des véhicules hybrides. Or, les technologies hydrogène pour les gros véhicules, voire pour les trains, puisque ça existe aujourd'hui, ce n'est pas rentable aujourd'hui totalement, mais les technologies hydrogène qui, on ose l'espérer, dans 20-25 ans, seront accessibles, vont complètement changer la donne du véhicule électrique, puisque du coup, on se posera beaucoup moins le problème des batteries et le problème des terres rares et autres matériaux et de la fabrication des batteries, puisque on se servira d'autres éléments, sachant en plus que au niveau africain, la production d'hydrogène est relativement plus facile. Je dirais bien pourquoi? Parce qu'on peut la produire à partir d'énergie renouvelable, et il y a un certain nombre de pays qui sont déjà lancés largement sur ces sujets. Donc l'avenir est, comme disait Yao, l'avenir est plein de questions auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui, c'est sûr, mais qui montrent qu'il y aura des évolutions. D'ici 20-25 ans, on aura de fortes évolutions dans ce domaine. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Sinon, on a plusieurs questions encore, dont une sur la mobilité douce, la prise en compte de la mobilité douce parmi toutes ces infrastructures de transport. Si quelqu'un parmi les intervenants… Si vous voulez bien, je peux répondre un tout petit peu, à moins que quelqu'un d'autre veuille y répondre, mais la mobilité électrique n'est pas une solution toute seule, hein, c'est clair. Donc, il est nécessaire, en fait, deux choses. C'est un mode c'est une motorisation qui vient en complément d'autres motorisations et d'autres moyens de transport et d'autres moyens de mobilité. D'accord? En plus, quand on parle de mobilité douce, on inclut bien sûr les vélos, les trottinettes, etc., qui sont pour beaucoup électriques aujourd'hui. Donc, à part la marche active, voilà. Donc, en fait, quand on parle de mobilité électrique, c'est juste un élément dans un système de transport global. Okay. Quelqu'un a parlé dans les questions, surtout à Kinshasa, je crois, une des premières questions était sur Kinshasa, comment intégrer, enfin, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et en fait, il est clair que lorsque l'on veut développer de la mobilité électrique, ça rentre dans une stratégie globale de mobilité à l'échelon d'une ville, voire à l'échelon d'un pays, puisqu'il y a certains aspects qui ne peuvent être que nationaux. Donc, l'idée, c'est que la mobilité douce, au contraire, je dirais, peut être encouragée en parallèle avec l'utilisation de modes de transport à motorisation électrique. Merci. On avait aussi une question pour Benoît Yvan dans le chat sur la loi sur la mobilité qui a été adoptée au Togo. Je ne sais pas si vous avez des détails à apporter là-dessus. Ouais, je vais rapidement dire un mot à propos. C'est une bonne question parce que justement, le Togo fait partie de ces pays d'Afrique de l'Ouest qui essayent comme ça d'accélérer un peu l'électrification de son système de transport. Et parmi les mesures qui ont été prises au cours des dernières années, notamment en 2022, l'année dernière, il y a donc cette mesure visant à
à exonérer, à dispenser les véhicules électriques du paiement des droits de douane au niveau de l'importation. Donc, concrètement, tout engin de transport dans ce pays-là n'ayant pas recours au diesel ou à l'essence peut bénéficier d'un agrément de l'État pour entrer de manière légale et sereine dans le pays. Alors, comment ça se passe? L'agrément est délivré conjointement par les ministères de l'Environnement et du Commerce en collaboration avec l'Office togolais des recettes, abrégé OTR. Le décret en question a été signé par le président. Il est implémenté par la première ministre. Donc, en gros, c'est une mesure parmi tant d'autres qui vise justement à faciliter, à favoriser l'exportation des véhicules électriques dans ce pays. Il y a également le Kenya qui a suivi le mouvement en annonçant il y a 3 semaines, un mois déjà, je crois, qu'une mesure similaire sera adoptée éventuellement au Parlement d'ici à la fin de l'année et elle entrera en vigueur en début d'année si c'est adopté. Donc, c'est ça qu'on pouvait dire sur la question. Merci. Yao, et après on aura, we'll have a question for Shokatavi and Shanta. D'accord. Yao, you can start. Oui, je voudrais juste rajouter quelques petits détails et plutôt exprimer mes réserves sur ce qui est en train d'être fait à Lomé, au Togo, mais également au Bénin à côté. C'est les 2 pays qui ont introduit cette incitation fiscale dans leur loi, dans leur loi fiscale l'année passée, je pense en 2022. Et comparé à ce qui se fait ailleurs, et notamment en Inde, il s'agit beaucoup plus des politiques de flotte. Des politiques de flotte qui laissent de côté tout le soutien qu'on peut apporter par ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas négliger non plus des politiques de flotte, tout le soutien qu'on peut apporter par ailleurs à des fabricants locaux. Parce que c'est des politiques qui vont favoriser l'importation, mais dans un premier temps au détriment de ce qui peut se faire de façon locale. Alors que nous savons que sur ce sujet de la mobilité électrique, il y a un paramètre très, très important que des fabricants d'autres régions ne pourraient pas voir forcément à première vue. C'est la question de la tropicalisation des véhicules, donc de leur adaptation aux conditions locales. C'est revenir sur plusieurs paramètres, dont notamment leur capacité à supporter les périodes des sols, s'adapter aux variations climatiques. C'est aussi la modularité de ces véhicules, parce qu'en Afrique, les véhicules, vous avez déjà sur le terrain ou à travers les images de voir et porter plusieurs personnes et en plus des bagages. Donc, c'est des véhicules qui servent à plusieurs usages. Donc, tropicaliser les véhicules, c'est inclure également tous ces aspects, ce que les fabricants d'autres régions ne pourraient pas forcément intégrer dans leur processus de fabrication. Du coup, pour finir avec cette question, oui à des politiques de flotte, mais il faut également insister sur des politiques qui permettraient à des acteurs, quand je dis acteurs locaux, je ne dis pas forcément des Africains. Je dis acteurs qui sont implantés en Afrique, qui apportent une valeur ajoutée aux véhicules électriques en créant de l'emploi, en permettant une montée en compétence de la main-d'œuvre locale, etc., etc. Comme ce qui se fait ailleurs en Inde. Merci. I have a question in English for Shakatali. On the trainings that you organize, have you done anything about repairing or recycling batteries specifically? Oh yeah, 100%. I think all our batteries have been recycled. We actually repurpose lithium-ion batteries from broken electronics, especially laptops and chargers, and we make our own battery packs. In fact, so that's what has been helping us a lot right now. In fact, we actually in collaboration with a few other countries, like in Uganda and Kenya, to get these batteries repurposed in bulk and brought to us. After which we will then do fine-tune testing to know what is the efficiency of each cell, and put them together to the ones that are mostly highly efficient. So most of the cells that we use for our projects are at least between 95 and 98% efficient, which gives us
a lifespan of at least another 3 to 5 years, approximately. But so far, whatever we've done with our recycled batteries have been performing phenomenal right now. So in fact, we're now on the verge of ordering just 30 chassis for electric bikes, and then modifying our own batteries and making our own battery packs for them. Okay, very interesting. I think we have another question in English for Shanta. They're asking in the chat if there are measures or standards to be respected for e-mobility companies and about the regulation of the sector, as well as the management and recycling of batteries. So on the regulatory front, I think there's a lot of activity going on in the continent. I mean, Rwanda was, I think, one of the first countries to adopt and launch their first EV policy. Zimbabwe has one sitting with cabinet, so we're hoping it will be adopted. It's a roadmap. I think that's what's important. You need a policy, but you need a 10-year plan. It's not going to happen overnight. Ghana and Kenya are obviously very, very busy at the moment because they have excess energy as well. So it makes a financial sense. South Africa has a green paper, and there's people writing it. That it's a big question for a country that exports a lot of combustible cars. I think there needs to be more coordination on the regulatory front. I think we need an EV czar for the continent. I think, we've got the African Free Trade Agreement. We've got opportunities not to reinvent the wheel. I think it would help if there was a sort of a bigger strategy which, people could get behind. And I think that's going to take a bit more pushing. In terms of battery recycling, I mean, it's a critical part of the value chain. And I think, there's a lot of even the big companies don't yet have the answers to recycling. I mean, we've seen now, a lot of four-wheel batteries. Nous n'avons plus la traduction en français. Sorry. You can keep going, Shanta. It's also a technology transfer issue because, batteries are complicated boxes, and the chemistry and everything else requires a lot of technology. So I think it's not a simple equation. I think there's a lot of, I've seen it in Zimbabwe. Everyone understands now how a battery can store energy. There's going to be a lot of a big market for cheap imports. There's going to be a lot of crime, I think, around batteries, as we've already seen. So I think the sooner, we figure out how we want to build the African battery sector is really important, because it's not a cheap investment either if we're going to build the skills to do it properly and to scale. Otherwise, we'll have a few of us recycling, and we'll have a lot of cheap, unregulated imports. Thank you very much, Shanta. Before concluding this EMAG, I think I'll be giving back the floor to Dominique. Dominique, si vous voulez conclure ce panel, il y avait aussi une petite question pour vous dans le chat sur les sociétés expérimentées dans le passage de moteurs fossiles aux moteurs électriques. Je répondrai en dehors de la... Je vous enverrai des adresses à Chloé, je vous enverrai des adresses et à Maria. OK. C'était very interesting. J'essaie de mélanger les deux. That was very interesting information. C'était très intéressant de toutes ces discussions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. I think there's a lot of questions which have no answer, but as Yao said before, comme Yao a dit avant, aujourd'hui, c'est un monde en pleine évolution. That's a very, well, there's a lot of evolutions coming. So it's difficult to see exactly what will happen in the next 20 years. Mais je crois qu'il y aura beaucoup de changements, en fait. Et en réalité, il y a, au niveau Afrique,
purement Afrique. Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment, beaucoup de pays qui ont envie de passer l'électrique pour différentes raisons, notamment, et la raison la plus, je dirais, la plus évidente, c'est l'indépendance énergétique. C'est clair. Devant tout le reste, c'est crucial aujourd'hui d'avoir une énergie, d'être et je crois que c'est sur ces sujets-là que, en fait, c'est sur cette base-là, en fait, qu'on va construire des évolutions vers la mobilité électrique, puisque justement, c'est là, mais on parlait aussi un petit peu d'hydrogène tout à l'heure, et je crois que dans ce domaine-là, on va effectivement avoir beaucoup d'évolutions. Donc, c'était très intéressant, toutes les questions qu'on a vues, toutes les approches qu'on a eues, et je retiens aussi beaucoup le côté inclusion sociale. So, je pense, I think that the impacts of the social inclusion of the new modes of motorization is very important, and especially in Africa. That's the point which is very important. Merci beaucoup, Dominique, pour la modération du panel, et merci aussi à Maria pour la présentation et la modération de la première partie. Surtout, merci à tous nos intervenants, à nos partenaires d'Afrique 21. Thank you very much, Shanta and Shokatani, for your brilliant presentations. Comme Dominique l'a dit, c'était super d'avoir tout le monde aujourd'hui. Pour toutes ces discussions, on a fait finalement que balayer un petit peu le sujet pour apporter quelques réflexions sur la pertinence des mobilités électriques en Afrique. Voilà, donc avant de passer au récapitulatif de nos prochains rendez-vous, on va peut-être essayer, si on y arrive, de prendre une photo de groupe, et ensuite je vous donnerai nos prochains événements et on vous laissera parce qu'on est déjà l'heure de se quitter. Donc, je ne sais pas si on peut nous passer en... Voilà. On va faire un décompte. Donc, OK. N'hésitez pas à allumer vos caméras. C'est le moment. Si vous avez réussi à suivre jusque-là, on pourra aussi continuer les discussions par email. N'hésitez pas à nous contacter. S'il vous reste des questions, vous pourrez aussi réagir à l'IMAG Magazine. Si vous avez des questions, on pourra vous mettre en contact avec les intervenants. Ce n'est pas un souci. OK, donc pour la photo, à 3, 1, 2, 3. Attends, on peut refaire? Je n'étais pas prête. J'en ai une, mais on peut en faire une deuxième. OK. Prête? 1, 2, 3. Super. Merci beaucoup. Merci encore tout le monde. Et pour votre information, Climate Change sera présent lors de la MedCop les 22 et 23 juin prochains. On a notamment pris part à l'organisation d'un atelier qui portera justement sur les transports, coordonné par UN Habitat et pour lequel on a également collaboré avec Codatu, l'organisation de Dominique, avec laquelle on avait aussi organisé notre précédent sommet Climate Change Afrique à Dakar. Peut-être que certains des participants sont avec nous aujourd'hui. Il m'a semblé en reconnaître quelques-uns. Et le prochain IMAG, il aura lieu à la même période que la MedCop, le jeudi 22 juin, et il portera sur la gestion durable des déchets et le rôle des acteurs pour faire émerger des modèles d'économie circulaire en Afrique. Donc, on a commencé un peu à parler de cette question-là en parlant de recyclage, des batteries électriques, etc. Donc, ça sera quelque chose dont on pourra rediscuter la semaine prochaine. On va vous mettre les liens dans le chat. Et un grand merci encore une fois à tout le monde et à la traductrice. Bien sûr, il y a eu une petite mention spéciale dans la discussion. Et merci Maria pour l'animation de cette IMAG, ainsi que Dominique. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. See you. Thank you very much. Bye. See you. Thank you. Bye. Bye.